Je m'appelle Julien Moreau. Quand j'étais adolescent, ma grand-mère Élise Moreau est venue vivre avec nous, après la mort de mon grand-père André. C'était en 1998. J'avais alors 15 ans, ma sœur Sophie en avait 12, et mes parents, Gérard et Hélène, tenaient une petite boutique d'électroménager dans notre ville, Saint-Clair-sur-Loire, un coin tranquille de la vallée, bordé de vignes et d'anciennes maisons à colombages. Je me souviens encore du jour où ma grand-mère est arrivée. C'était un matin d'avril. Il pleuvait légèrement et l'air sentait le lilas mouillé. Mon père avait conduit jusqu'à son ancienne maison à Saumur pour la ramener après les funérailles du grand-père. Quand la voiture s'est arrêtée devant la maison, j'ai vu sa silhouette fragile descendre lentement, serrant contre elle un petit sac en cuir et un cadre photo enveloppé dans un foulard. Je me rappelle que ses yeux, jadis d'un bleu éclatant, semblaient maintenant voilés de brume. Maman l'a embrassé sur les deux joues, un peu raide, tandis que papa essayait d'alléger l'atmosphère en parlant du beau temps qui reviendrait bientôt. Au début, tout paraissait simple. Mes parents traitaient grand-mère comme une invitée d'honneur. Maman l'accompagnait chez le médecin, notait minutieusement les ordonnances et avait même affiché sur le frigo un planning détaillé de ses médicaments, avec des codes couleurs pour chaque jour. Papa, lui, l'emmenait marcher le long du fleuve les dimanches matins, lui achetait parfois un cardigan à la mercerie du centre et vantait sa piété filiale auprès des voisins, surtout devant monsieur et madame Lefebvre, nos voisins un peu curieux. Sophie et moi étions encouragés à passer du temps avec elle, lui lire ses magazines anciens ou regarder avec elle ses feuilletons favoris sur France 2. Je la voyais sourire de plus en plus, mais souvent, dans ses sourires, se glissait un voile lointain, comme si quelque chose, tout au fond d'elle, lui échappait. Les 2 premières années furent paisibles. La maison respirait la douceur. Le soir, on entendait la pendule de la cuisine battre calmement, et l'odeur des plats de maman remplissait tout. Mais un jour, tout a commencé à changer. Un soir d'automne, alors que je faisais mes devoirs, j'ai entendu mes parents se disputer dans le salon. La voix de papa, basse mais tendue, disait « Tu lui as demandé pour les papiers de la maison ?» Pour ses comptes, maman a répondu doucement « Oui, mais elle ne se souvient plus. À chaque fois, elle parle d'André, ou bien elle regarde ailleurs. Elle se moque de nous, a grogné papa. Elle n'est pas si confuse que ça. » Le silence qui suivit me glaça. Je compris ce soir-là que, pour lui, la tendresse commençait à s'éroder, remplacée par quelque chose de plus sombre. Quelques semaines plus tard, maman fit venir à la maison un psychologue, un homme d'une 50aine d'années, avec de grosses lunettes et une voix sucrée. Il s'assit près de grand-mère et lui posa des questions sur le passé, sur les papiers, sur l'argent. Mais elle ne répondait que par bribes, évoquant son jardin, ses roses, ou murmurant des phrases sans suite. Papa observait la scène, debout, les bras croisés, son visage dur comme la pierre. Depuis ce jour, son attitude changea lentement, presque imperceptiblement, mais sûrement. Les plaintes commencèrent. Maman disait que grand-mère renversait le café, oubliait d'éteindre le gaz, salissait la nappe. Papa la réprimandait parfois devant les invités. « Maman, reste tranquille, tu fais peur aux enfants. » Et grand-mère, muette, baissait la tête, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. Je la surprenais parfois, seule dans le fauteuil près de la fenêtre, pliant et repliant un mouchoir, le regard perdu. Je voulais courir la serrer dans mes bras, mais maman me tirait en arrière. « Ne t'attache pas trop. Tu dois penser à ton avenir. » À partir de ce moment-là, la maison, jadis si chaleureuse, devint étouffante. Sophie s'enfermait souvent dans sa chambre, écoutant Mylène Farmer à plein volume pour couvrir les disputes. Moi, je n'arrivais plus à travailler. Chaque fois que je regardais grand-mère, une douleur montait dans ma poitrine, un mélange de colère et d'impuissance. Puis vint la nuit que je n'oublierai jamais. Une tempête grondait sur la Loire, la pluie martelait les vitres. Je faisais un devoir de maths quand j'ai entendu maman crier « Elle est partie, elle n'est plus là !» Je suis descendu 4 à 4. Maman, trempée jusqu'aux os, tenait un parapluie ouvert dans l'entrée. Papa appelait la gendarmerie, la voix paniquée. Grand-mère avait disparu. Personne ne savait quand elle était sortie. Elle s'était glissée par la porte du jardin, sans chaussures, sans manteau, serrant contre elle la photo de grand-père André.
Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai enfourché mon vieux vélo, mis un ciré et suis parti dans la tempête. La pluie me fouettait le visage, mes jambes brûlaient, mais je continuais. Je frappais aux portes, demandais aux voisins. Personne ne l'avait vu. Mon cœur battait à éclater, non seulement de peur, mais de rage, contre eux, contre moi. Après presque 1 heure, je l'ai trouvée. Sous un vieux chêne, au bout du chemin des vignes, elle était là, recroquevillée, trempée, serrant toujours le cadre photo. « Mamie !» ai-je crié. Elle leva la tête, ses yeux troubles croisèrent les miens, et un léger sourire naquit. « André ?» murmura-t-elle. Je me suis agenouillé, la serrant contre moi. « Non, mamie, c'est Julien. Je t'emmène à la maison. » Je lui ai mis ma veste, les portai presque jusqu'à la route. La pluie tombait encore, mais je sentais une chaleur étrange dans ma poitrine, celle de la décision que je venais de prendre. Je ne me tairais plus. Quand nous sommes arrivés, la lumière du salon filtrait par la porte restée ouverte. Maman, les bras croisés, nous attendait. Papa derrière elle, téléphone à la main, le visage fermé. Sophie, en larmes, courut m'enlacer. « Tu l'as trouvé !» Mais maman s'avança vers grand-mère, le ton sec. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ? On s'est inquiété à cause de toi. » L'eau dégoulinait encore de ses vêtements, mais elle ne répondit rien. Je me suis interposé. « Elle est gelée, laissez-la se changer. »« Julien, tais-toi, » répondit maman, « c'est à elle que je parle. » Grand-mère murmura d'une voix tremblante. « Je cherchais André. »« André est mort !» cria maman. « Tu l'as oublié aussi maintenant ?» Je n'ai plus pu me contenir. « Ça suffit. Elle est malade, pas folle. Vous ne voyez pas qu'elle souffre ?» Papa s'est avancé d'un pas. « Tu oses me parler comme ça ? Tu vis sous mon toit, petit ?» Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Mais je n'ai pas reculé. Alors pourquoi l'avoir fait venir ici, si c'est pour la traiter comme un fardeau ? Un silence de plomb tomba sur la pièce. Maman détourna le regard, les lèvres tremblantes. Papa, lui, resta rigide, puis lâcha seulement « Tu ne comprends pas. » Je pris la main de grand-mère et l'emmenai à l'étage. Je la séchais, l'aidai à se changer, la bordais. Avant de fermer la lumière, elle me prit la main. « André, tu es si gentil. »« Non, mamie, c'est Julien. » Elle sourit, perdue, et ferma les yeux. Cette nuit-là, j'ai compris que quelque chose s'était brisé définitivement dans notre famille. Le lendemain, papa fit installer un verrou à la porte de sa chambre, pour sa sécurité. Maman soupirait sans cesse. On ne peut plus vivre comme ça. Et moi, je me taisais. Mais à l'intérieur, un feu grandissait. Je savais que bientôt, je devrais choisir, me taire ou agir. Les semaines qui suivirent furent lourdes, presque suffocantes. La maison des Moreau, autrefois pleine de rires et d'odeurs de café chaud, se vida de toute chaleur. Chaque bruit de pas semblait peser des tonnes. On parlait moins, on soupirait plus. Papa passait de longues soirées à relire ses dossiers comptables, les yeux plissés derrière ses lunettes, tandis que maman rangeait la vaisselle avec un soin mécanique, comme pour se distraire de quelque chose d'inavouable. Moi, je restais dans ma chambre, feignant de réviser pour le bac, mais incapable de me concentrer. Dans la chambre d'à côté, j'entendais parfois grand-mère parler toute seule. Des bribes de phrases, des noms, des souvenirs flottaient comme des bulles fragiles. André, la Loire, la vieille maison. Parfois, elle riait doucement, parfois elle pleurait sans bruit. J'avais envie d'entrer, de lui parler, mais je savais que maman me gronderait encore. « Julien, tu te laisses distraire. Pense à ton avenir, pas à ces histoires. » Un dimanche, alors que je descendais pour le petit déjeuner, j'ai surpris papa dire à maman « Elle ne peut pas rester éternellement ici, Hélène. Ce n'est pas une maison de retraite. » Maman a soufflé, sans le regarder. « Que veux-tu faire ? La jeter dehors ? On doit trouver une solution, avant qu'il y ait un accident. » Le mot « solution » me glaça. Il sonnait froid, administratif, presque comme un verdict. Les jours passèrent. Grand-mère devint plus confuse. Elle se trompait de pièce, rangeait les cuillères dans la salle de bain, appelait maman Marie ou Claire. Parfois, elle m'appelait André. Chaque fois, cela me serrait le cœur, mais je lui répondais doucement, sans la corriger. Qu'importe le prénom, pensais-je, du moment qu'elle sourit.
Un après-midi de janvier, maman invita un spécialiste de la mémoire de Tours. Un homme grand, à la barbe soignée, vêtu d'un manteau beige. Il s'assit à la table du salon, prit des notes sur un carnet, posa 1000 questions à grand-mère. « En quelle année sommes-nous? Qui est le président ?» Elle répondit vaguement. « Mitterrand? Non. Peut-être Chirac ?» Le médecin nota « Désorientation temporelle et spatiale avancée. » Je le haïssais déjà. Pas pour son diagnostic, mais pour son ton, ce mélange de condescendance et de pitié. Avant de partir, il recommanda une structure spécialisée à Blois. Papa hocha la tête, l'air soulagé, tandis que maman fixait la table, le regard vide. Moi, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Les semaines suivantes, tout sembla s'accélérer. Papa et maman parlaient à voix basse dans le salon le soir, croyant que je dormais. Je surprenais des mots. Héritage, notaire, placement. Un jour, j'ai osé entrer sans frapper. Ils se sont tus aussitôt, leurs visages se figeant. « Vous parliez de mamie ?» ai-je demandé. « Ce ne sont pas tes affaires », répondit papa sèchement. Je suis resté là quelques secondes, la gorge serrée, avant de remonter dans ma chambre. Dans ma tête, un mot résonnait. Trahison. Puis vint le soir où tout bascula. C'était en février. Il neigeait dehors, un spectacle rare à Saint-Clair. Le vent faisait battre les volets, et la maison semblait gémir sous le froid. Maman préparait le dîner, papa lisait La Nouvelle République dans le salon. Grand-mère, elle, s'était assoupie dans son fauteuil près du feu. Je révisais quand j'entendis un bruit, un claquement, puis un silence. Je descendis en trombe. La porte d'entrée battait au vent. Grand-mère avait encore disparu. Mon cœur fit un bond. Je pris ma lampe, ma veste, et sortis dans la nuit. Les flocons tombaient drus, couvrant la rue de Blanc. Je courus vers la place du village, appelant « Mamie ! Élise !» Les rares passants me regardaient, inquiets. J'ai fouillé les ruelles, le vieux cimetière, le bord de la Loire. Et c'est là, au détour du quai, que je l'ai vue, assise sur un banc, le visage levé vers le ciel, la neige dans ses cheveux argentés. Elle tenait la photo d'André contre son cœur. « Mamie, tu vas attraper la mort. » Elle m'a regardé, sourit et murmuré. « Regarde, Julien. » Il neige, comme le jour de notre mariage. J'ai pleuré sans retenue, la serrant contre moi. Je sentais ses mains glacées trembler dans les miennes. Je la ramenai à la maison, tandis que les flocons se transformaient en pluie. Quand on entra, papa se leva d'un bond. « Mais tu es fou! Tu aurais pu te perdre aussi !» Maman, pâle, serra ses bras autour d'elle, mais au lieu de tendresse, c'était la colère qui dominait. « Elle recommence. On ne peut plus vivre comme ça. » Je déposai grand-mère sur le canapé, la couvris d'une couverture. « Elle n'a rien fait de mal. Elle voulait juste. »« Assez !» coupa papa. Il la regarda longuement, puis dit d'une voix glaciale. « Demain, j'appelle la maison de repos de Blois. » Je voulus protester, mais maman pleurait déjà, le visage enfoui dans ses mains. Je compris qu'ils avaient pris leur décision. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'écoutais le tic-tac de l'horloge, le souffle léger de grand-mère dans la pièce voisine. Vers minuit, je me suis levé, suis allé jusqu'à sa chambre. Elle dormait paisiblement, la photo d'André posée sur la table de chevet. Je me suis assis à côté, la regardant, les larmes aux yeux. Je me suis juré de ne pas la laisser partir là-bas. Pas tant que je respirerais. Les jours suivants, papa fit des démarches. Des formulaires, des signatures, des appels. Je les entendais parler du coût mensuel, du personnel, des soins. Tout sonnait comme une transaction. Maman tentait de se convaincre. Ce sera mieux pour elle. Ils s'occuperont bien d'elle. Mais sa voix tremblait. Et moi, je me sentais devenir étranger dans ma propre maison. Un soir, j'ai surpris papa dire « Elle ne sait plus où sont ses papiers, ses économies. » Tant pis. Maman a répondu « Peut-être que Julien pourrait. » Julien ? Non. Il ne comprend rien à ces choses. J'ai refermé la porte doucement, le cœur en miettes. Ils parlèrent de ma grand-mère comme d'un dossier encombrant, pas d'une personne. Une semaine plus tard, un courrier arriva. Le logo d'un établissement privé. Résidence Les Marronniers, Blois. Un prospectus en papier glacé montrait des jardins fleuris et des personnes âgées souriantes.
mais je n'y voyais qu'une prison dorée. Je décidai ce soir-là de tout arrêter, coûte que coûte. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, papa annonça « Nous partons à Paris pour quelques jours. Salon professionnel. » Je savais que c'était faux. C'était la couverture parfaite. J'eus un frisson. Leur plan était clair. Ils allaient emmener grand-mère à Blois pendant mon absence, mais le destin, ou peut-être le courage, me fit agir plus vite. À la gare de Saint-Clair-sur-Loire, alors que papa chargeait les valises, je pris la main de grand-mère. Elle me regarda, confuse. « Où va-t-on, mon chéri ?»« On rentre à la maison, mamie, murmurai-je. Mais pas la leur, la nôtre. » Je la fis monter dans un autocar pour Clermont-sur-Loire, à 50 kilomètres, chez une vieille amie à elle, Madame Martine, qu'elle évoquait parfois dans ses moments de lucidité. Je ne savais pas si Martine existait encore, mais je devais tenter. Sur la route, je regardais le paysage défiler, les collines, les champs gris sous la pluie. Grand-mère s'assoupit sur mon épaule. Je lui caressai les cheveux, et pour la première fois depuis des mois, je me sentis libre. Le car roulait lentement sur la nationale, longeant les champs noyés de pluie. La Loire, au loin, semblait un ruban d'étain. Dans la lumière grise du matin, les arbres dénudés ressemblaient à des silhouettes penchées par le vent. Grand-mère s'était assoupie contre mon épaule, ses doigts encore crispés sur la photo d'André. Je la regardais dormir. Ses paupières fines, le souffle irrégulier, le tremblement de sa bouche lorsqu'elle murmurait un nom que je n'entendais pas. Chaque secousse du car faisait tressauter sa main. Je sentais à quel point elle était fragile, presque transparente, comme si le monde pouvait la dissoudre. Je ne savais pas ce qui m'attendait, ni où nous dormirions ce soir, ni si Martine existait encore. Mais je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Derrière moi, il n'y avait plus qu'une maison pleine de non-dits et de honte. Devant, au moins, il y avait l'air libre. À midi, nous arrivâmes à Clermont-sur-Loire. Un bourg tranquille, pavé mouillé, façade couleur de craie. Je demandai mon chemin à une boulangère. « Madame Martine Dufour ?» Elle plissa les yeux. « Oh, Martine. Oui, elle habite toujours la vieille maison du quai Saint-Jacques. » Mon cœur battait. Je pris la main d'Élise et nous marchâmes sous la pluie fine. La maison était là. Petite fenêtre bleue, rosier grimpant, odeur de bois mouillé. Je frappai. Une femme âgée, aux cheveux blancs relevés, ouvrit. Elle resta un instant interdite, puis murmura « Élise ?» Mon Dieu, Élise. Les deux amies s'enlacèrent, tremblantes. J'avais l'impression d'assister à la résurrection d'un souvenir. Martine nous fit entrer, préparer du thé, sortir des gâteaux secs. Son salon sentait la cire et les herbes séchées. « On dirait que le temps ne t'a pas changé », dit-elle doucement à mamie. Élise rit. « Toi non plus ?» Mais déjà son regard se perdait vers la fenêtre, comme si elle s'effaçait. Martine posa sa main sur la mienne. « Elle n'est plus tout à fait là, hein ?» J'acquiesçai. « Mais elle se souvient de toi et de lui. » Je montrai la photo d'André. Les yeux de Martine se mouillèrent. J'étais à leur mariage. C'était en 1956. Il faisait chaud. Elle avait une robe crème. Je découvrais une part d'histoire que je n'avais jamais entendue. Ce soir-là, Martine nous proposa de rester. Je couchai grand-mère dans la chambre d'amis, la couvris d'une couverture tricotée. Elle me sourit. « Merci, André. Tu conduis toujours aussi bien. » Je répondis « Dors, mamie. » Puis j'allai m'asseoir dans la cuisine, face à Martine. Nous avons parlé tard. Je lui racontai tout, la maison froide, la fuite, la peur. Elle écoutait sans m'interrompre, puis dit simplement « Tu as fait ce qu'un fils aurait dû faire. » Même si tu es son petit-fils. Les jours suivants, la vie prit un rythme doux. Je l'aidais à porter du bois, à aller au marché. Grand-mère retrouvait parfois des éclats de lucidité. Elle fredonnait de vieilles chansons d'école, elle parlait du potager de Saint-Clair. D'autres fois, elle demandait où était son mari ou sa mère. Je répondais sans mentir, mais sans cruauté. « Il est parti, mamie. » « Mais je suis là. » Les habitants de Clermont-sur-Loire nous regardaient avec curiosité, puis avec bienveillance. Une voisine, Madame Renaud, m'apporta un panier de pommes. « Votre grand-mère a l'air si gentille, »
dit-elle. Oui, gentille, douce, perdue. Mais la tranquillité ne pouvait durer. Un matin, en revenant du marché, j'aperçus un homme garé devant la maison. Costume gris, téléphone à la main. C'était mon père. Je restai figé. Il leva les yeux, me vit, s'approcha. Julien, monte dans la voiture. Non. Où est ta grand-mère? Ici, là où elle doit être. Il soupira. Tu crois que tu fais le bien, mais tu détruis ta famille. Je serrai les poings. Vous l'avez déjà détruite vous-même. Il détourna le regard. Martine sortit du porche. Monsieur Moreau, partez. Cette femme n'est pas un objet qu'on déplace. Il resta un instant, puis partit sans un mot. Le soir, grand-mère était agitée. André est revenu? Je répondis, non, mamie, mais je suis là. Elle prit ma main, la serra contre sa joue. Tu es bon, mon petit, ne change jamais. Le printemps arriva sur la Loire. Les peupliers reprirent des bourgeons verts, les hirondelles revinrent tourner autour des toits. Je travaillais à mi-temps à la librairie municipale. Le propriétaire, M. Arnaud, m'avait engagé après m'avoir entendu parler de littérature dans le marché. Tu as des mots justes, m'avait-il dit. Garde-les. Le matin, je classais les livres. L'après-midi, je rentrais m'occuper d'Élise. Sa mémoire continuait de s'effriter, mais son sourire restait lumineux. Je lui lisais Le Petit Prince ou Les Misérables, et elle hocha la tête, émerveillée comme une enfant. Parfois, elle fermait les yeux, murmurant « Les étoiles ». On ne les voit pas sans la nuit. Ces phrases restaient gravées en moi. Martine, elle, devenait ma confidente. Elle me disait « Tu as donné un sens à ta vie, Julien. Les autres courent après des diplômes. Toi, tu apprends la fidélité. » Je souriais, un peu gêné. Mais la réalité finit par nous rattraper. Un courrier recommandé arriva. Mise en demeure. Papa voulait récupérer la tutelle légale. Je passais des nuits entières à écrire une lettre au juge des affaires familiales de Blois, expliquant tout. La fuite, l'abandon à l'aéroport, l'amour. Martine signa comme témoin. Le juge, contre toute attente, m'accorda une mesure de protection partagée. J'étais reconnu comme tuteur provisoire. Ce fut une victoire silencieuse, mais immense. Papa ne répondit plus jamais. L'été vint. Je promenais Élise chaque matin le long de la Loire. Elle riait devant les péniches, saluait les enfants. Un jour, elle s'arrêta, leva la tête vers le ciel et dit « André m'attend dans la lumière. » J'eus un frisson. Je savais que l'heure approchait. Un soir d'août, le soleil se couchait rouge sur les toits. Je préparais le dîner. L'odeur du gratin emplissait la maison. Martine m'appela d'une voix tremblante. « Julien, viens. » Je montai en courant. Élise reposait sur son oreiller, les yeux mi-clos, un sourire paisible. « Merci, mon petit, » murmura-t-elle. Puis plus rien. Le silence devint absolu. Je restai longtemps assis près d'elle. Je ne pleurais pas tout de suite. Je tenais sa main, chaude encore, jusqu'à ce qu'elle se refroidisse. Martine posa une bougie sur la table de nuit. « Elle est partie doucement, » dit-elle, comme une feuille. Les jours suivants furent flous. La mairie, le certificat, la petite cérémonie au cimetière au bord de la Loire. Je n'appelais pas mes parents. Je plantai un rosier blanc sur la tombe. Sur la plaque, j'écrivis « Élise Moreau, 1930-2023. Aimée, aimante, libre. » Depuis, je continue de vivre ici, à Clermont-sur-Loire. J'ai repris mes études à distance, j'aide à la librairie, j'ai même ouvert un petit café lecture que j'ai appelé « Le Passage de la Mémoire ». Sur un mur, une photo d'Élise et moi, le jour de ma remise de diplôme. Chaque matin, en allumant la machine à café, je lui dis « Bonjour mamie ». On ouvre. Parfois, des clients me demandent l'origine du nom. Je réponds « C'est pour se souvenir qu'on n'oublie jamais vraiment ce qu'on aime ». Il sourit, sans savoir tout ce que ces mots contiennent. Et quand, le soir, la Loire miroite sous la lune, j'ai l'impression d'entendre sa voix me murmurer « Continue, mon petit ». La lumière est devant. Les mois qui suivirent la mort d'Élise furent étranges, presque suspendus. Le silence de la maison me paraissait trop grand. Chaque objet semblait contenir un souffle d'elle.
la tasse à fleurs qu'elle utilisait pour son café, le foulard vert accroché derrière la porte, son carnet de recettes couvert de taches de beurre. Je vivais entre ces souvenirs comme un fantôme bienveillant, oscillant entre gratitude et vide. Martine venait souvent partager un thé. Elle parlait peu, mais son regard disait tout. Une compréhension muette, celle des gens qui ont connu la perte et n'essaient pas de la maquiller. La peine ne disparaît jamais, Julien, me dit-elle un soir. Non, mais elle devient habitable. À la fin de l'automne, j'ai reçu une lettre d'Abby, ma sœur, qu'en France j'avais toujours appelée Claire. L'enveloppe portait l'adresse de notre maison à Saint-Clair-sur-Loire, celle que j'évitais même en rêve. J'ai hésité à l'ouvrir. Ces lettres, autrefois, annonçaient toujours un drame. Mais celle-ci tenait en quelques lignes tremblées. Julien, papa a fait un AVC en septembre. Il va mieux, mais il ne parle presque plus. Maman est épuisée. Elle demande après toi. Je sais que tu lui en veux. Moi aussi, parfois. Mais viens, s'il te plaît. On a tous besoin de clore quelque chose. J'ai relu ces phrases des dizaines de fois. La colère ancienne se remuait en moi, comme une bête endormie qu'on tire par la queue. Je ne voulais pas y retourner. Mais je savais que je devais le faire, non pas pour eux, mais pour moi, pour être libre. Un matin de décembre, j'ai pris le train pour Paris. Le paysage défilait, gris et ocre, la Loire s'effaçant derrière les vitres. J'avais l'impression de traverser ma propre mémoire. Chaque gare, chaque nom de village me renvoyait un écho du passé. Quand j'ai posé le pied à Montparnasse, le froid de la capitale m'a saisi. Tout semblait plus bruyant, plus rapide. Je ne me souvenais plus que les villes pouvaient avaler le silence. Claire m'attendait sur le quai. Elle avait changé, des cernes sous les yeux, mais un sourire sincère. « Julien, tu es venu ?»« Oui. » Elle me prit dans ses bras, timidement. Son parfum de vanille me ramena à l'enfance. Dans la voiture, nous ne parlions presque pas. Paris défilait, les feux rouges, les bouquinistes fermés, la pluie sur les toits. Devant l'immeuble du 15e, mon cœur battait si fort que j'en avais mal. Je montais, les escaliers grinçaient comme jadis. La porte s'ouvrit sur ma mère. Elle avait vieilli. Ses cheveux, autrefois teints en châtain, étaient maintenant blancs. Ses mains tremblaient. Quand elle me vit, elle porta une main à sa bouche, incapable de parler. Je dis simplement « Bonjour, maman ». Elle pleura aussitôt. Pas un sanglot théâtral, non, un effondrement, comme si la digue qu'elle tenait depuis des années venait de céder. Elle m'attira contre elle, et dans cette étreinte maladroite, j'ai senti quelque chose se dénouer. Je ne savais pas, Julien. Je ne savais pas comment aimer ta grand-mère sans avoir peur de lui ressembler, dit-elle enfin. Sa voix tremblait, rauque. Je compris soudain. Elle n'avait pas seulement eu honte d'Élise. Elle avait peur de devenir elle. De vieillir, d'oublier, d'être rejetée à son tour. Et c'est cette peur qui avait tout empoisonné. Dans la chambre du fond, mon père était assis dans un fauteuil. Son visage était tiré, ses yeux perdus dans le vide. Je m'approchai, sans savoir quoi dire. Il leva la main, lentement, posa ses doigts sur ma manche. « Julien » murmura-t-il difficilement. « Oui, papa. »« Pardon. » C'était à peine un souffle, mais suffisant. J'ai senti la colère s'éteindre en moi, comme une braise sous la pluie. Je suis resté 3 jours. 3 jours à ranger, parler un peu, écouter beaucoup. Claire et moi avons trié de vieilles photos. Des étés à Royanne, des anniversaires, et, au fond d'une boîte, une photo d'Élise, jeune, riant à pleines dents. Maman la prit, caressa son visage du bout des doigts, et dit doucement « Elle te ressemblait, tu sais. » Je souris, mais je savais qu'elle avait tort. C'était moi qui essayais, depuis toujours, de lui ressembler. Avant de partir, j'ai glissé une enveloppe sur la table du salon. Dedans, il y avait une photo d'Élise et moi à Clermont, et une phrase écrite au dos « Aimer avant d'avoir peur ». Maman la lut, puis leva les yeux vers moi. « Rentre quand tu veux, Julien. Ici, la porte restera ouverte. »« Merci, mais ma maison est ailleurs, » répondis-je doucement. Le retour à Clermont. Quand je suis rentré à Clermont-sur-Loire, le vent d'hiver soufflait fort. La Loire était haute, ses eaux rapides.
Je me suis arrêté sur le pont. Sous moi, la rivière roulait, indifférente. J'ai pensé à Élise, à son rire, à sa main dans la mienne, à sa voix disant « La lumière est devant », le café lecture. Le passage de la mémoire avait bien grandi. Les murs sentaient le café torréfié et les livres d'occasion. Des étudiants lisaient, des retraités jouaient aux cartes, un vieux tourne-disque passait du Barbara. Je me suis mis derrière le comptoir et essuyé une tasse, observant cette petite humanité. C'était ça, désormais, ma famille. Pas celle du sang, mais celle du partage. Sur le mur principal, j'avais accroché un cadre. Une photo d'Élise, un poème de Prévert et un billet de train froissé, celui de notre fuite. Chaque matin, avant d'ouvrir, je posais la main sur le cadre. « Bonjour, mamie. Aujourd'hui encore, on se souvient. » Parfois, une cliente âgée s'arrêtait devant la photo. « C'est votre mère ?»« Ma grand-mère. » Elle avait un beau regard. Oui, il éclairait même les jours gris. Et moi, je continuais à raconter, pas tout, jamais tout, mais juste assez pour qu'on sache que l'amour peut survivre à l'oubli. L'héritage invisible. Un soir de mai, après la fermeture, Claire m'appela. Sa voix était plus légère. « Maman va mieux. Elle parle souvent de toi. Et papa? Il te cherche du regard quand on dit ton nom. » Un silence. Puis elle ajouta « Tu lui as manqué ?» Je restais un moment sans rien dire, puis soufflai. « Peut-être qu'un jour, je reviendrai prendre le café avec lui. »« Je t'attendrai, Julien. » Moi aussi. Je raccrochais, le cœur apaisé. Je sortis sur la terrasse. La Loire brillait sous la lune, et dans le reflet, j'eus l'impression de voir Élise, assise sur son banc, un tricot sur les genoux, me souriant. Je sus alors qu'elle n'était jamais vraiment partie. Épilogue. La lumière est devant. Aujourd'hui, cela fait 3 ans qu'elle s'en est allée. 3 ans de saisons, de clients, de pages tournées. J'ai publié un petit livre, Les routes du silence, dédié à Élise, qui m'a appris à rester. Certains lecteurs m'écrivent, me disent qu'ils ont retrouvé leur propre grand-mère entre mes lignes. Je leur réponds, nos mémoires se parlent, même quand les mots se perdent. Et parfois, le soir, quand je ferme le café, je reste un instant dans la pénombre. Le bruit des tasses, le tic-tac de l'horloge, la rumeur lointaine de la Loire. Je ferme les yeux et j'entends sa voix. « Julien, tu as tenu ta promesse ?»« Oui, mamie, toujours. » Je souris. Et je comprends que la mémoire n'est pas un poids, mais un feu discret qui éclaire le chemin,